Bonjour Yves Pagès. Alors, tu participes ce soir à un lundi soir pour ton livre Les chaînes sans fin, histoire illustrée du tapis roulant. Voilà, tu as devant toi un peu le rêve de n'importe quel écrivain, c'est-à-dire un lecteur qui a lu presque tous tes livres. Donc C'est rare. tu devrais être content. Déjà, il faut que tu me regardes avec des yeux énamourés pour que je puisse continuer mes questions. Ton bouquin, euh, démarre par une scène que tu racontes qui t'est arrivée rue de la République, où tu as vu superposer l'un au-dessus de l'autre une entreprise de pompes funèbres et au-dessus des gens qui couraient sur un tapis de sport. Là. Ces machins qui tournent. Je sais même pas comment ça s'appelle. Tapis de course. C'est un monde qui m'est tellement étranger de toute façon que j'ai un peu de mal à trouver le vocabulaire. Mais donc, le bouquin démarre là-dessus. Et tu vas peut-être nous dire quel est le stimuli qui était derrière pour que tu te lances dans cette entreprise. Et ensuite, je dirais quand même que pour moi, l'intérêt, pour accrocher les gens qui regarderaient cette vidéo, l'intérêt profond de ton livre, pour moi, c'est que en s'attachant aux formes pratiques, à des techniques, à des outils, à des machines, en fait, tu touches à quelque chose qui est vraiment fondamental en particulier depuis l'avènement du capitalisme, qui est la critique du travail. Et quelque chose qui aujourd'hui devient absolument essentiel et devrait être au centre de toute politique révolutionnaire. Alors je précise que tu es Qu'est-ce que un tu vas romancier, dire? c'est que Pardon. tu es un romancier d'abord, Oui. et que tout ce que tu écris, ce sont des récits, mais il y a des récits de fiction, et puis il y a des récits qui sont des récits, on pourrait dire des récits documentaires, mais où on sent la patte de l'écrivain, parce qu'il y a vraiment toujours du style, et pour moi c'est absolument essentiel, la capacité d'accrocher le lecteur par une écriture. Donc si tu veux démarrer en nous expliquant un peu ton point de départ autour de la vision Bah, des pompes funèbres et des coureurs immobiles, voilà. oui, mais ça c'est parce que je suis je fais beaucoup de roues à moteur depuis que j'ai 17 ans, donc j'arpente pas mal la ville, et puis à un moment donné je me suis mis aussi à faire des photos un peu de ce que je trouvais des paradoxes urbains, etc. Et c'est vrai que avenue de la République, juste avant d'arriver place de la République en descendant du Père-Lachaise, il y a en effet cet endroit où il y a un fitness park qui est à l'étage au-dessus avec des baies vitrées, enfin des grandes fenêtres qui font baies vitrées, et en dessous il y a en effet un truc dédié aux obsèques et aux pompes funèbres, et avec des arbres qui empêchent un peu de prendre la photo. Donc c'est aussi une photo qui a été impossible pour moi à prendre en fait, qui m'a obsédé parce que j'ai essayé selon les saisons d'arriver à, à mettre ensemble ce qui me semblait comme ça étrange. Et puis voilà, ça a fait partie de ces images du tapis roulant. Moi je suis né dans le quartier, je suis né pas loin des Halles, tout ça, donc il y avait le tapis roulant du Châtelet. Il y a eu, avec la construction de ce qu'on appelait la raffinerie, c'est-à-dire Beaubourg, il y a eu cet escalator à 5 étages comme ça, coudé total, et dans une bulle de verre qui était complètement fascinante pour moi à regarder. Et puis il y avait ce moment pour moi un peu de sociopolitique qui était quand on fait ses courses dans des supérettes, puis des supermarchés, le tapis de caisse. Voilà, qui est un moment que je trouvais très politique. On y reviendra peut-être à un moment donné, parce que finalement
on est celui qui accélère la cadence de la caissière, puis après on se retrouve à soi-même être dans la cadence de ranger ses affaires, enfin comme ça. Et il y avait cette intuition qui me trotte dans la tête depuis peut-être 30 ans, qui était que c'était l'entrée du Fordisme dans le monde de la consommation. Et c'est vrai que ce résumé complètement incroyable de gens qui courent sur un tapis de course hors sol, comme ça, au-dessus de pompes funèbres, il y avait cette intuition qui ouvre le livre, qui est de se dire, mais peut-être c'est ça finalement, si on croit au ciel et au paradis ou à l'enfer, il y a peut-être en fait, en même temps, comme dirait le petit prince au pouvoir, en même temps, peut-être que l'enfer et le paradis sont ensemble, et que la damnation, c'est d'être condamné ad aeternam à courir sur un tapis de course, et qu'en fait, peut-être là-haut, c'est le purgatoire géant, voilà, et que c'est notre damnation bienheureuse. Voilà, c'était l'hypothèse que je fais en début de livre, pour essayer aussi de donner le ton dans l'intro. Bon, j'ai dit un peu « je » dans l'intro, ce qui, dans une maison d'édition qui fait des essais, on m'a dit peut-être que « je » c'est un peu compliqué, il ne faut pas trop mettre des « je » si on fait un essai. Bon, je suis arrivé à cacher les « je » à peu près, mais ça part vraiment de ce ressenti-là, en fait, et qui fait qu'ensuite, à un moment donné, on rentre dans autre chose, qui est que mais les tapis roulants sont partout, les escalators, les convoyeurs industriels. Et qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et puis, on s'y colle pendant un an, Alors, deux, et on enquête, et on fait... Voilà, et tout d'un coup, on rentre dans une autre logique qui est d'essayer quand même de s'informer, de se documenter, voilà, qui devient une autre logique que, disons, le paradoxe un peu rêveur et imaginaire. Je précise que tu avoues quand même que c'est un livre écrit en partie pendant le confinement, et il y a un côté un peu obsessionnel, un peu fou dans ce livre, qui à mon avis est le fruit de ces conditions d'élaboration, parce qu'il y a une incroyable, finalement, une incroyable érudition dans ce livre, une énorme documentation, avec un refus finalement de la chronologie classique. Et en même temps, ce refus de la chronologie classique est très intéressant parce que c'est aussi une forme de travail de l'histoire des techniques qui montre qu'à chaque fois qu'une technique apparaît, il y a toujours l'inventeur de la technique, et puis si on cherche un peu, il y a toujours eu quelqu'un qui l'a inventé avant lui. Il y a toujours des gens qui arrivent à se proclamer comme les inventeurs, mais ça avait été déjà préparé un siècle plus tôt. Et ce qui est intéressant, c'est pourquoi une technique qui a été élaborée au XVIe siècle, par exemple, n'est finalement développée que deux siècles plus tard. C'est pas un problème technique, c'est un problème social. C'est-à-dire qu'il faut que les conditions sociales soient réunies. Et donc, dans le travail que tu fais, tu pars de quelque chose qui... moi, j'ai découvert l'existence d'instruments absolument que je n'imaginais absolument pas. C'est la trépigneuse. C'est un dispositif qui permet de faire travailler un cheval en le faisant aller à une forme sur une pente, en le faisant trépigner. Et alors, il y a eu toute une discussion là-dessus sur... il y avait ceux qui disaient que c'était très gentil ce qu'on lui faisait faire, parce que c'était une sorte de trot, comme s'il galopait à travers les champs. C'était pas un travail. Et puis il y a d'autres qui faisaient observer qu'en fait c'était un pas contraint et que c'était très fatigant. Et puis, ce qui est, moi je trouve qui est fascinant dans ton livre, c'est le rapport que tu fais sans arrêt entre la manière dont on a exploité les animaux. Finalement, c'était les prémices de la façon dont on a exploité les humains.
Et puis Là, t'as soulevé beaucoup de choses. Là. Eh bien, vas-y. Les cheveux de laboratoire. Non, il y a plusieurs choses. C'est vrai que, en fait, moi, je suis absolument pas historien des techniques. Ce qui tombait bien, parce qu'en général, les historiens des techniques, dont j'ai lu beaucoup d'articles, etc., et j'ai beaucoup d'admiration pour certains, en tout cas, pour certains. Mais souvent, c'est très cloisonné. Donc moi, finalement, j'ai fait des immersions de 10 jours dans tel domaine de la technique, et finalement, à un moment donné, j'ai décloisonné en regardant ce qui se passait dans l'histoire de la technique à côté. Ce que n'ont pas trop... C'est pas qu'ils n'ont pas de curiosité, mais c'est pas comme ça. La spécialisation universitaire et plein de domaines font que c'est cloisonné, en fait. Que les savoirs sont séparés. Enfin, la séparation ne touche pas que l'urbanisme, les classes sociales, etc. Ça touche aussi le savoir. Et c'est vrai que du coup, moi, je savais pas par quel bout prendre cette histoire. Et je l'ai prise par le bout, en effet, que tu as nommé, qui est le bout de ce que je connaissais le moins. Moi, mon père est dans une ferme, etc. Mais moi, j'avais jamais entendu parler de ce truc qui s'appelle, en termes savants, le manège à tablier sans fin. Alors moi, quand j'ai découvert ce mot-là, je me suis dit, soit c'est du Mallarmé, enfin ça n'a pas l'air d'être du Mallarmé, puisque c'est dans un truc de brevet d'invention. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et en effet, c'est un plan incliné avec une chaîne sans fin, un tablier sans fin, voilà, et sur lequel, à un moment donné, un personnage totalement, un inventeur totalement inconnu, je ne suis même pas arrivé à retrouver réellement son identité, enfin il y a son nom, mais je ne sais rien, je n'ai rien trouvé sur lui, et tout d'un coup il a l'idée de mettre un cheval dessus, et le fait que le cheval piétinait là-dessus, faisait quand même que ça créait une énergie motrice qui permettait de battre le grain, etc. Tout ça vers 1860. Incroyable, tout d'un coup je découvre que cette technique extrêmement étrange, qui a l'air d'être un gag, c'est les fiches bricolage du professeur Choron, pour ceux qui connaissent, quoi. Et en fait, non, c'est quand même quelque chose qui a duré pendant 40 ans en agriculture. Or on se dit, non, c'est pas possible, puisqu'il y avait déjà les chaudières à vapeur. Et puis donc les chaudières avec différents types d'alimentation, et puis petit à petit même au bois, etc. Puis après au pétrole. Si. En fait, comme les parcelles agricoles françaises étaient assez étroites, etc., et qu'ils n'avaient absolument pas les moyens de se payer des locomobiles à chaudière, ils utilisaient ce système. Et tout d'un coup, on se retrouve en effet face à une problématique que tu as très bien posée, qui est qu'à un moment donné, on passe... alors on a l'impression, en effet, il galope pas, il trotte même pas, en fait. En fait, il marche dans un pas assez rapide pour faire tourner ce truc-là. Mais en fait, c'est pas du tout agréable, en fait. C'est exténuant, et il y a des pauses... Et il y a des pauses toutes les 20 minutes, tellement c'est en fait épuisant. Mais... il y a un truc derrière, c'est qu'on a continué à appeler ça un manège, alors que les manèges avant c'était complètement autre chose, c'était des chevaux qui poussaient finalement une perche en rond, en tournant en rond. Mais ça n'a plus rien à voir, et c'est un changement totalement fondamental dans l'histoire de l'agriculture, par rapport à des milliers d'années, c'est que tout d'un coup, c'est plus un cheval de trait, c'est plus un cheval qui traîne quelque chose, c'est plus un cheval qui tire quelque chose, c'est un cheval sans attache, sans bride, un cheval libéré d'une certaine manière. On peut dire que c'est une forme primitive de salariat, en fait. Ouais. Voilà, c'est un cheval qui a l'air sans entrave. Et en fait, il fait un boulot exténuant. Beaucoup plus exténuant même que de faire le cheval de manège. Donc là, il y a des paradoxes qui sont, comme tu l'as dit, tout ça, dès qu'on touche à toutes ces techniques, ça touche à l'histoire du travail aussi. Et c'est vrai que pour moi, quand j'ai su que ce manège à tablier sans fin allait s'appeler par un nom populaire, comme ça, qui s'appelait la trépigneuse, qui fait qu'ensuite, tous les gens qui l'ont commercialisé appelaient ça la tripoteuse, la trépigneuse, etc. Je me suis dit, il faut commencer par ça, il faut commencer par ce que je ne sais pas, ce que j'ignore. J'ai découvert ça en travaillant, en commençant parmi tant d'autres choses, mais je me suis dit, commençons par ce que je ne connais pas. Et par ce qui est aussi... pour répondre à l'autre partie de ta question, et qui est aussi hyper intéressant dans la mesure où le storytelling progressiste, le storytelling qui nous raconte l'évolution des techniques,
et qui nous le raconte toujours dans un ordre qui ferait qu'une technique se substitue à une autre, dans une rationalité absolument extraordinairement ordonnée, en y ajoutant quelque chose qui va aller encore un peu plus loin, puis qui va aller plus loin. Ah bah pas du tout. La trépigneuse, c'est un truc qui arrive à un moment donné dans l'histoire agricole où on a déjà inventé finalement des batteuses, des moissonneuses, des machins qui commencent à travailler avec des chaudières, etc., avec le moteur explosion et la vapeur et tout ça. Et bien là, on a l'impression qu'on régresse. Alors qu'en fait, on ne régresse pas. Parce qu'il n'y a pas de régression ou d'évolution progressive. C'est un autre truc, c'est un changement d'axe fondamental. Moi, je trouve qui n'est ni mieux ni moins bien, c'est un changement d'axe. Et qui fait que si on n'avait pas inventé la trépigneuse, on n'aurait pas inventé l'escalator après. Parce que l'escalator, ça vient plutôt de la trépigneuse. C'est l'idée, tout d'un coup, on se met sur le tapis. C'est une drôle d'idée. Voilà, donc c'était pour moi une façon, comme tu as dit, je raconte à la fois, en même temps je raconte un peu chronologiquement, globalement, et en même temps, raconter chronologiquement les choses dans l'ordre, ça serait faire le jeu de cette croyance progressiste, qui est que tout a un ordre téléologique qui était comme prévu d'avance, et qui va vers un objectif du mieux, etc. Tout ça qui est une croyance, qui est pas sérieux. Et en même temps, là, ce qui est intéressant, c'est de voir comment, bah non, tout ça, il y a des choses qui semblent être en arrière. Et puis, alors sur la trépigneuse, dernier truc, évidemment, je vois le mec qui a inventé ça dans les années 1860, et puis évidemment, les Américains avaient déjà inventé ça 15 ans avant, sous un autre nom, Horsepower Machine, etc. Et puis voilà, mais ils ne s'étaient pas connus, ils ne s'étaient pas rencontrés. Et là, on touche à un autre problème qui m'a obsédé pendant tout le livre, c'est que l'autre angle mort du discours progressiste, c'est l'héroïsation de l'inventeur. L'angle mort du discours capitalistique, c'est le self-made man. C'est une aventure solitaire d'un mec génial qui a un génie commercial. Mais c'est pareil pour l'invention, c'est-à-dire c'est un mec génial qui a une invention. Mais en fait, non, il y a plein de mecs géniaux qui ont des idées d'invention en même temps. Et puis en fait, toutes ces inventions, quand on regarde bien ce truc-là, ah, mais des boulangers avaient pensé un peu à ça 60 ans avant, etc. Bref, il y a de l'intelligence collective. Une question du fond de la classe qui n'a pas encore lu le livre. Là, il y a un truc que vous ne me révélez pas, c'est qu'est-ce qui fait que le cheval avance? Qu'est-ce qui fait que le cheval, il trotte sur le truc? En fait, il est entièrement entre des rambardes, dont une rambarde arrière. Il y a des gens qui mettaient un peu de foin, un peu de trucs devant pour etc. Et en fait, il piétine bêtement parce qu'il peut. En fait, il est sans bride, mais il est hyper contraint. Oui, il peut pas tellement faire autre chose puisqu'il est sur un plan incliné. Oui, et il peut pas accélérer. Non, parce que sur un plan incliné, il est pas à l'aise. Ah, En fait, il est pas à l'aise et du coup, il est un peu obligé. En fait, contre la pesanteur. Ouais. Et en fait, il est dans une vraie pénibilité. En fait, on le met dans une situation de déséquilibre pénible. Mais c'est pour ça que je trouve ça fascinant comme dès les prémices, il y a une représentation du travail moderne. C'est-à-dire, il y a on est censé être moins contraint que quand on fait tourner le moulin, mais en réalité, on est beaucoup plus contraint. Et il y a une fausse liberté, quoi, qui est complètement toujours avec un peu de foin au bout qu'on pourrait appeler le salaire, quoi. Donc, et puis il y a cette idée aussi, du coup, c'est un mieux, ça a été présenté sur le moment comme un mieux. Pour l'animal. Oui, alors ensuite il n'y avait pas une très... Enfin, il y avait une attention quand même à l'animal, mais c'était mieux. C'était un bienfait, et puis petit à petit, au bout de 10-20 ans, il y a commencé à avoir des gens qui disaient « Non mais les chevaux, ils crèvent. Ils en crèvent, ils sont malades, en fait. » Tout d'un coup, il y avait une expérience accumulée de la part des paysans qui se sont aperçus que, c'était quand même spécial, quoi. Et alors, il y a une autre invention que j'ai découverte, celle-là qui est absolument horrifique, c'est les treadmills. Ah oui. Des prisons anglaises. Ça, c'est quelque chose que je ne connaissais pas, mais c'est vraiment incroyable. C'est-à-dire, c'est des espèces d'immenses roues dans lesquelles les prisonniers étaient obligés de marcher toute la journée. Alors ça, ouais, ça c'est...
Et ça, c'est un truc assez étonnant, parce que ça, c'est à partir du moment où j'ai commencé à m'intéresser à l'histoire des tapis roulants, et avec on va dire le stade terminal des tapis de fitness, bah, si on quitte la zone française d'Internet pour aller dans la zone anglo-saxonne, là, tout d'un coup, le truc qui sort, c'est « Ah, le fitness, trop bien, etc. » Mais il y a eu une période bizarre, ça vient d'un drôle de truc, c'était un instrument de torture. Mais ça, on trouve ça, il y a eu, sur Slate ou je sais pas quoi, il y a 2-3 endroits où il y a eu des articles en français, mais alors, en américain et en anglais, c'est hyper renseigné. Et c'est ça qui est drôle d'ailleurs, parce que finalement, ça n'a pas franchi. Et tout d'un coup, là, bon, bah, je me suis intéressé à la chose. Donc, c'est 1818, un ingénieur, tout ce qu'il y a de plus sympa, qui se dit, bon, voilà, il y a un vrai problème, c'est que l'oisiveté, mère de tous les vices, produit vraiment... Donc, il faut leur faire... Alors, il y avait déjà énormément de châtiments possibles, hein. Transporter un boulet d'un bout à l'autre de l'enceinte de la prison. Enfin, il y avait plein de trucs. Il y avait des fouets qu'on appelait les chats à 7 branches. Enfin, non, c'est bon, ils avaient déjà les châtiments corporels. C'est très puissant dans la culture britannique. Et tout d'un coup, lui, il invente ce truc qui est là encore très intéressant, c'est-à-dire, il reprend une vieille technique, qui est vraiment une très très vieille technique, datant y compris de l'Antiquité, etc., et qu'il y a eu 2 systèmes de cabestans ou de choses diverses, où des êtres humains, soit à l'intérieur d'une roue, marchaient pour faire tourner une roue, ce qui permettait des systèmes de grues, des systèmes, etc., soit le faisaient en activant les pales de cette roue à la main ou avec les pieds de l'extérieur. Alors lui, il s'est dit, tiens, c'est pas mal, on va prendre ça, qui était donc quelque chose qui avait une vertu une vertu productive, qui s'était utilisée aussi dans les meuneries, dans beaucoup d'éléments. Il reprend ce truc-là et il se dit, bah, finalement, il faut leur faire quelque chose à ces prisonniers, puisque leur maladie, c'est l'oisiveté. Et donc, il condamne ces gens-là, il considère, il met une immense roue à aube, mais qui serait de 12 mètres de large, et il fout 12 prisonniers en rang d'oignon qui vont, en s'agrippant à une rambarde, qui vont non pas juste marcher en faisant tourner une roue, non, mais appuyer sur les pales pour faire descendre une roue comme ça, 8 heures par jour. Là encore, en s'arrêtant à peu près toutes les heures, parce que c'est un boulot totalement épuisant. Ça commence il dépose le brevet en 1818. Quelques années plus tard, la moitié des prisons anglaises sont équipées. Plus de 100 prisons anglaises sont équipées de ce truc, qui provoque évidemment des morts par épuisement. C'est un cauchemar, c'est un enfer, ce truc. Et alors, bizarrement, exportation aux États-Unis, ils essayent un tout petit peu, mais aux États-Unis, ils se disent, non, mais c'est complètement con, ce truc-là. Parce qu'en fait, ça ne produit rien. Il y avait une petite... soi-disant, on broyait du maïs, des trucs, et ça. C'est bidon. C'était complètement... Ou ça faisait de la pompe à eau, mais c'est complètement bidon, en fait. C'est-à-dire, le prétexte productif était totalement négligeable, en fait. Et les Américains, ils disent, bah non, les prisonniers, quand on les fait travailler, il faut qu'ils soient vraiment productifs dans un secteur, et que ça sert vraiment à quelque chose. Ça n'apprend pas un métier, et ça ne rapporte pas vraiment de l'argent. C'est complètement débile. Donc les Américains, 4 prisons, puis après ils ont dit, hop, on arrête ça. Et seuls les Anglais ont fait ça. C'est-à-dire que sur le continent européen, ça ne s'est absolument pas développé, parce que là, tout le monde, quand même, des gens sont allés, Tocqueville, partout, hein. Ils sont allés, puis ils ont regardé ça, ils ont dit, non, mais c'est quand même là, mais c'est l'enfer, ce truc-là. Mais ça a duré quand même quasiment jusqu'en 1900, où il y avait quasiment plus de prison. Mais, comment dire, j'ai retrouvé dans le magnifique poème d'Oscar Wilde sur la geôle de Reading, qui en était pourvu de ce discipline mill, donc ce moulin disciplinaire. Et ben, l'air de rien, j'ai retrouvé que lui, pendant les années de prison où il a été là, il a fait ça. Et l'autre truc qui était le crank, on tournait une manivelle dans sa cellule, ou dehors, mais dans sa cellule individuelle, ils avaient pensé à ça aussi. On tourne une manivelle. La manivelle fait tourner 5 cuillères comme ça, qui font tourner du sable dans une boîte. Ça ne sert absolument à rien. Mais on tourne la manivelle 8 heures par jour.
Et en fait, Oscar Wilde a été... et donc, dans son poème, on retrouve le Discipline 1000 et le Crank, et il est mort 3 ans après, d'épuisement, d'anémie, etc. Parce que c'est des trucs qui broyaient complètement les corps. Voilà, donc ça, c'était quelque chose qui arrive à la limite de 1900. Donc, il y a le truc agricole, il y a ça... Et tu racontes pas qu'ils essayaient de produire, enfin qu'ils essayaient d'en faire une dynamo aussi à un moment, de produire l'électricité nécessaire à la prison? Non, pas vraiment. En fait, non, enfin, en tout cas, il y a plein de trucs. Il y avait ce truc, c'est qu'à un moment donné, légende ou pas légende, ça produisait quand même la rotation d'un petit drapeau comme ça qui tournait et qui permettait, parce que ça c'est l'aspect assez délirant, de voir si vraiment il tournait régulièrement et qu'il bossait bien. Alors, moi je me suis dit, bon bah là, je vais aller quand même relire Michel Foucault, quoi. Et Surveiller et punir, il y a une note en bas de page de 2 lignes. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui n'a pas tellement imprimé en France. C'est pas quelque chose qui a été bien connu en France, quoi. Si au bout du compte, le travail en prison a un effet économique, c'est en produisant des individus mécanisés selon les normes d'une société industrielle. Voilà, c'est la note de Foucault. C'est la note de Foucault. Note absolument géniale. Et où il dit d'ailleurs que c'est l'invention un peu du prolétaire. Et parce que c'est aussi un travail posté, répétitif. Enfin voilà, il y a quelque chose là qui invente un certain type pour combattre l'oisiveté, puisque c'est le but, c'est combattre l'oisiveté. Hein. C'est leur obsession. Disons à tous les penseurs disciplinaires pénitentiaires. Donc voilà, donc ça c'est un peu quand même l'ambiance 19e, cette espèce de truc un peu surréaliste des chevaux. Puis j'ai pas parlé, mais après les chevaux, c'est les chiens. Ah oui, les chiens. C'est les chiens. Alors sur des plus petites trépigneuses, on met des chiens pour barater le beurre, pour faire des petites choses, pour tu vois, aiguiser les couteaux, hein. Et là c'est les petits kleps, hop, qu'on met dessus. Alors on voit ça, on hurle de rire. Non, c'est pas du tout hurler de rire. Parce qu'en fait, quand on voit, parce que là je rends hommage, parce que c'est vraiment quelqu'un qui fait un boulot absolument extraordinaire, François Garrich, qui fait un boulot extraordinaire sur le travail, la force de travail animale. En fait, le 19e siècle, qui est le siècle des grandes révolutions industrielles, c'est le plus grand siècle de l'exploitation de la force de travail animale, de toute l'histoire de l'humanité. Voilà, c'est des paradoxes comme ça, moi, que j'ai découvert, parce que je ne connaissais pas son travail. Et donc, il y a un article magnifique dans Jeff Clack aussi, d'ailleurs, sur le travail des chiens, qui est absolument génial, et où on découvre que les chiens, on les a attelés pour livrer le lait, pour tout ça. Enfin, il y avait des chiens partout qui bossaient. C'était ça, la fin du 19e aussi. Et tout ça prépare, en effet, un autre type de mise en travail massif, qui est celle des êtres humains, comme tu disais. Et, ton livre a aussi l'intérêt de porter l'attention sur une catégorie socio-professionnelle dont on a longtemps négligé l'importance dans l'histoire du capitalisme et qui maintenant l'attention se focalise davantage, c'est les ingénieurs, le rôle essentiel qu'ils ont eu. Tous ces chercheurs, il y en a par exemple, il y a ceux qui se sont intéressés au rendement de la machine humaine. Et ils ont utilisé ces termes-là. Jules Ammar, le moteur humain. Très grand, qui a été aussi un best-seller aux États-Unis. Et donc, ces gens-là... C'est comme ça qu'on appelait ça, on disait le moteur humain. Ces gens-là faisaient aussi une critique de ces formes de travail, parce qu'ils disaient ça épuise le moteur humain, il faut trouver d'autres manières d'exploiter le moteur humain. Donc, alors là, avant de passer à ça, je signale juste, parce que c'est vraiment important aussi, que le treadmills a été utilisé dans les colonies comme technique de punition. Les Britanniques, ils n'ont pas résisté. Les Britanniques, ils ont utilisé ça en Jamaïque. Et dans les prisons de femmes. Parce que c'est pas non plus réservé qu'aux mecs. Dans les prisons de femmes et dans les colonies immondes. C'était, on les faisait mourir. Avec les fouets en même temps. Enfin, là, évidemment, dans les colonies, on redoublait ou on démultipliait les hard labor et les châtiments croisés d'une manière immonde.
Donc sur ces gens qui se sont intéressés au rendement de la machine humaine, tu peux nous dire... Oui, en fait, là il y avait quelque chose que je connaissais déjà un peu, qui était un certain Jules Ammar, qui en effet, moi je m'étais intéressé, parce qu'en bossant sur Céline et sur la période de 14-18, j'avais vu que ce Jules Ammar était... J'avais cru qu'il était un peu le co-introducteur, mais je m'étais un peu trompé, le co-introducteur du taylorisme, comment dire, des théories de Taylor en France, et en même temps, il s'était occupé de faire des prothèses pour les mutilés de guerre, qui étaient des centaines de milliers. Et pour leur remise au travail, parce que c'est toujours la question, c'est remettre au travail les mutilés. Et en fait, là, en creusant un peu mieux, j'ai vu qu'en effet, ce Jules Ammar, il était, lui, un pionnier de la physiologie. Alors, il avait un autre comparse qu'il ne connaissait pas forcément, d'ailleurs, mais qui bossait sur les mêmes gens, qui s'appelle Zuntz, qui, lui, était allemand. Donc ça, c'est la physiologie qui devient petit à petit un peu la philosophie à la fois des blessés ou la philosophie la physiologie du travail. Alors, eux, ils étudiaient en laboratoire, parfois sur des tapis roulants ou des vélos, les ancêtres des vélos d'appartement. Ils étudiaient ce qu'était le rendement musculaire et aussi comment dire, ses limites, c'est-à-dire les moments où le rendement musculaire, alors il le disait comme ça, produit à partir d'une certaine limite un poison qui devient contre-productif. Donc ça, c'était leur thèse. Et quand ils découvrent un peu le taylorisme, un autre ingénieur, mais américain, qui lui n'a jamais travaillé en laboratoire et s'est jamais intéressé à ces questions-là. Lui, c'était juste qu'il était payé par le patron pour trouver des techniques pour augmenter considérablement le rendement, pour faire des PLT, voilà, on peut les faire travailler 4 fois plus en leur offrant un tout petit peu plus de salaire et en les fliquant. C'était un peu ça, Taylor. Taylor, c'est pas très sophistiqué intellectuellement. Hein. Là, c'est vraiment assez basique. Hein. Il avait un mépris incroyable pour les ouvriers puisqu'il disait que c'était des gorilles intelligents, c'était des bœufs. Enfin, il avait en fait une façon d'en parler qui était uniquement animalière de la masse ouvrière. Il avait un énorme mépris, c'était un ancien ouvrier en fait, et qui avait grimpé les stades et qui avait un mépris considérable pour ses ouvriers. Enfin, disons qu'il n'a pas développé, bon, il a marqué, maintenant tout le monde dit, le taylorisme, etc. Enfin, on cherche désespérément dans ses écrits quelque chose qui soit un peu intelligent et qui soit pas juste que, bon, on augmente un peu les salaires et puis on met un timekeeper, un gars qui observe et qui les oblige à augmenter 4 fois la cadence. Bon, c'est pas extraordinaire quand même comme idée, quoi. Et c'est vrai que ces physiologistes du travail ont engagé un début de polémique qui était de dire, mais c'est complètement con, parce qu'à un moment donné, ben non, parce que si on fait trop pelleter quelqu'un, à un moment donné, on bousille le corps. Donc, c'était ceux de laboratoire qui essayaient d'avoir une espèce de scientificité par rapport à ça et qui disaient « Ah non, mais lui, il n'est pas du tout scientifique, lui, c'est juste quelqu'un qui veut et qui s'en fout parce qu'il a une main-d'œuvre qui a un turnover éternel et quand le corps est épuisé, il en prend un autre. » Donc, c'est pas du tout quelque chose... Voilà. Donc là, oui, à un moment donné, je tombe sur cette mini-polémique, mais qui n'a pas changé la face de l'humanité parce qu'en fait, ben, les physiologistes... du travail, on l'a pas tellement, on s'est pas beaucoup intéressé à ce qu'ils racontaient, puis finalement ils sont plutôt allés vers le sport. Voilà, pour les rendements dans le sport. Et du coup, toutes les, comment dire, c'est-à-dire des choses ont été dites sur des choses qu'on a pu redécouvrir dans les années 90-2000, là, sur la souffrance au travail, tout ça. Mais tout ça, c'est totalement documenté, etc. En tout cas d'un point de vue musculaire plutôt que psychologique. C'est hyper documenté en 1900. Le travail, il a été fait de dire alerte, alerte, le muscle, on ne peut pas lui faire ça ad aeternam. Il y a un moment donné, c'est un poison pour l'organisme. Donc voilà, et en fait, on voit qu'à un moment donné, bon, bah, ces alertes, entre guillemets, scientifiques, faites à partir de tests d'effort sur des embryons de tapis roulants, pour certains déjà un peu motorisés, eh ben, l'air de rien, n'ont servi absolument à rien, parce que c'était pas l'air du temps. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tu montres que donc il y a eu une résistance des travailleurs à cette introduction du taylorisme, que les syndicats étaient partagés, mais étaient plutôt contre en général, jusqu'à la guerre de 14. C'est-à-dire que à chaque fois qu'il y a eu la guerre de 14 et après la Seconde Guerre mondiale, à chaque fois ça a été des grands moments d'union nationale
où il ne s'agissait plus de critiquer les conditions de travail, mais de produire, et éventuellement qu'on augmente les salaires. Mais la critique des conditions de travail était complètement abandonnée. Et ça, c'est le rôle des guerres dans ces cas-là. J'ai trouvé... bon... Là, évidemment, on peut toujours se demander, parce que peut-être que je suis biaisé, peut-être que j'ai un biais qui est quand même que j'ai un peu de... par ma propre sensibilité politique, peut-être que je suis allé chercher la petite bête, mais enfin, je crois même pas, là, parce que sur la question... Moi, j'ai regardé vraiment sur la question de l'introduction du taylorisme, puis des embryons du fordisme en France. Oui, après ça, c'est aussi... on regarde, quoi. Oui, il y a des grèves à Peugeot, il y a des grèves... Enfin, voilà, on voit, il y a des grèves à Renault en 1912, 1913. Enfin, voilà, c'est clair. Et c'est des grèves qui sont contre l'organisation rationnelle du travail. C'est-à-dire Taylor. Qui sont contre l'organisation taylorienne du travail. Ces grèves, petit à petit, les syndicats disent... non, mais ça, c'est l'organisation... rationnel du travail, c'est pas notre boulot, c'est le boulot des ingénieurs et du patron. On va pas critiquer ça. Nous, on demande des augmentations de salaire. Mais surtout, donc ça, c'est vraiment un moment d'extrême, d'une extrême clarté. C'est pas moi qui invente. Ces grèves ont eu lieu et ces grèves ont de nouveau eu lieu en 19 jusqu'en 22. Donc il y était des grèves et en 19-22, elles deviennent des grèves sauvages. Elles deviennent des grèves qui ne sont plus du tout soutenues par les syndicats, ou alors par des restes monates, etc., du syndicalisme révolutionnaire de la belle époque. Mais globalement, les syndicats disent non, nous n'avons pas à empiéter sur comment on nous fait travailler. Ça, c'est le patron et les ingénieurs. C'est des scientifiques. On n'a rien à dire. Donc, c'est quand même un moment incroyable. Alors qu'en France, franchement, l'introduction du taylorisme, c'est-à-dire le chronomètre, c'est des grèves contre le chronomètre. Il disait grève contre le chronomètre. Puis les syndicats disaient oh non, ça, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Ce qu'il faut, c'est juste qu'on soit mieux payé. Donc ça, là, on voit vraiment. C'est pas une vue de l'esprit gauchiste ou je sais pas quoi. On voit vraiment comment, à la base, il y a un refus intuitif de ce que va être ce qu'on appelle le surmenage. Oui, est-ce que je me permets d'intervenir parce qu'il y a quand même un point essentiel après-guerre, c'est le rôle des bolcheviks, le rôle de... parce que Trotsky... Tu anticipes sur ce qui va fâcher avec plein de gens dans le texte. Trotsky et plein d'autres faisaient l'éloge du fordisme. Alors ensuite, ça c'est le truc qui est... Parce que oui, il y a deux choses. Il y a d'une certaine manière le mouvement syndical, disons, faut quand même être clair, la sensibilité syndicale française, mais aux États-Unis aussi, avec les Wobblies, les IWW, etc., les syndicats étaient très, très, très radicaux, en fait. Et puis, petit à petit, il y a une espèce de façon de se dire, s'il y a des augmentations de salaire, puis un peu payer à la pièce, payer au mérite, il y a un début comme ça, ça marche, ça marche, ça détruit les syndicats, ça. Hein. Donc les syndicats disent, on va pas... Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je réinsiste pas parce que tu l'as très bien dit, pour 14-18, c'est clair, c'est l'union sacrée, et c'est là où est l'introduction fondamentale du taylorisme qui vraiment gagne du terrain, avec le travail de qui ? Des femmes. Parce que les périodes de guerre, c'est aussi des grosses périodes de mise au travail des femmes, et les femmes qui avaient commencé à travailler sur des tapis roulants bien avant Ford, hein, sur des convoyeurs, etc., qui étaient les clapeuses qui travaillaient pour le tri du charbon. Parce qu'elles avaient eu le droit de gagner. Ah, non, pas d'enfants et de femmes au fond des mines. Hein. Ah non, vous montez à la surface, vous occupez un peu des lanternes, puis après, on a trouvé un super boulot pour vous, il y a des tapis roulants. Alors vous allez à main nue, avec des foulards, etc., trier le charbon. Avec les poussières, enfin un boulot de dingue, mais ça a duré jusqu'en 1940 à peu près, hein, avant qu'on invente d'autres techniques. Hein. Donc c'est là où... et les femmes ont été les premières victimes de la généralisation, petit à petit, du travail chronométré, et voilà, et la Deuxième Guerre mondiale jouera le même rôle. Alors là, tu insistes sur un point central, qui est que Lénine, qui évidemment, du temps où il était en exil,
Bah, il a dit du mal de Taylor, il a trouvé que c'était inhumain, que c'était épouvantable, etc. Et puis ensuite, finalement, la prise de pouvoir en URSS l'a conduit assez vite à penser qu'il fallait se tirer la bourre avec... fallait rattraper le retard capitalistique, technique, etc., avec le monde capitaliste, pour ensuite passer, n'est-ce pas, extrêmement rapidement à la société sans classe ni État, grâce à une merveilleuse dictature du prolétariat. En gros, ça a voulu dire que on peut pas critiquer les techniques rationnelles du travail. Taylor, c'est super, en fait. Puis surtout, face à un peuple assez indiscipliné, etc. Donc, en fait, ils ont, et malheureusement, pour les crypto-néo-trotskistes, Léon Trotsky a écrit des choses tout à fait déplaisantes sur la question, parce qu'ils étaient fascinés, en fait, par la rationalité et la modernité technique américaine. Ça les fascinait. Ça et l'organisation de l'armée prussienne, mélangé, c'est un truc, putain, c'est trop bien, on va bien organiser tout le monde, là. Et c'est un peu déprimant, hein, c'est très très déprimant, mais ça a joué un rôle, comme tu l'as dit, ça a joué un rôle central. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, dans les années 20, etc., les partis communistes en tant que tels et les courroies de transmission syndicales, elles sont mises au pas et elles disent du bien de la rationalisation du travail et donc du taylorisme. Et donc il devient impossible de critiquer Taylor et Ford, et d'autant plus impossible que Ford, cet anti-bolchevique, non, il n'était pas anti-bolchevique, il était anti-judéo-bolchevique, soyons précis, forcené, cinglé, immonde, pro-nazi, atroce, l'air de rien, il a préfacé Hitler, non, je crois. oui, et c'est lui qui a exporté les 2 premières usines de tracteurs en 1931-32 en URSS grâce à Albert Kahn qui avait un peu organisé la construction des usines, etc. En fait, c'est déprimant parce qu'on comprend qu'à ce moment-là, tous les partis frères sont soumis à l'impossibilité de critiquer autre chose que les méchants plutocrates capitalistes qui payent pas assez, mais on peut plus critiquer l'organisation du travail et du surmenage. C'est fini, on ne peut pas, au sein de ces partis et des syndicats, le critiquer. Donc là, la classe ouvrière européenne et mondiale est prise, qui a beaucoup d'empathie pour diverses, pour une sensibilité communiste, est inféodée au fait de dire on ne peut plus critiquer le Fordisme. Alors que Ford est véritablement une machine de guerre anti-bolchevique. Donc là, l'étau du paradoxe se referme sur les gens. Et c'est pour ça que je fais un très mauvais sort. Avec le stalinisme, on a le mythe de Stakhanov. Et puis ensuite, il y a Stakhanov, Stakhanov qui était un mineur, qui... avec 12 personnes, en effet, fabriquait plus que tout seul un mineur. Enfin, tout ça est une fumisterie invraisemblable, quand même, en 1936. Alors, Staline signe un petit texte qui s'appelle « Pour une vie belle et joyeuse », avec 2 discours qu'il a fait d'éloge du stakhanovisme. Alors, stakhanovisme, là, il n'y a pas vraiment de tapis roulant, mais ça parce que c'est du forage dans les mines. Mais ça participe du même truc, c'est-à-dire c'est quand même l'éloge du surmenage absolu. Et il faut quand même voir ce que c'était que, y compris les mineurs syndicalistes, qui disaient c'est pas possible ce qu'il fait Stakhanov, c'est pas humain. Mais bon, ils n'avaient pas trop le droit de le critiquer non plus. Mais moi j'ai fait un sort très très désagréable à quelqu'un au milieu, pour lequel au départ j'avais plutôt de l'admiration, qui était Diego Rivera, le grand fresquiste mexicain et compagnon de vie à un moment donné de Frida Kahlo. Et c'est vrai que du coup, là voilà, c'est aussi le hasard d'une recherche. C'est-à-dire que les fresques, Diego Rivera a fait une fresque incroyable aux usines Ford. On se dit, mais c'est pas possible. Il était communiste, tendance plutôt proche de Trotsky, mais en exil. Mais on se dit, mais c'est pas possible. Ford, il n'a pas invité un communiste. Enfin, là, il y a un truc bizarre. Alors, c'est son fils qui était malin comme pas deux, son fils unique,
qui lui il invitait Chaplin, il invitait Diego Rivera. Enfin, lui, il avait compris qu'il faut faire une fondation artistique et inviter des opposants pour faire l'éloge de son truc. Puisque, en tout cas, sur l'organisation scientifique du travail, il n'y a pas conflit. Et donc, Diego Rivera, il va. Et donc, moi, je me suis dit, bon, ça me dégoûte, ça m'énerve. Alors, moi, j'étais content parce qu'il y avait l'image des tapis roulants, tout ça que j'ai pas eu le droit de reproduire dans le livre parce que ça coûte trop cher de le mettre. Bon, il fait sa fresque à la fondation, machin. Et puis, quand même, je regarde les dates. Je regarde un peu. Puis, je sais pas, Frida Kahlo, ça m'émeut, tu vois. Et tout d'un coup, je m'aperçois que 3 semaines avant qu'ils arrivent à Détroit, ben, il y avait eu la Hunger March, etc. C'est-à-dire des licenciés de Ford, parce qu'alors Ford, tout est bidon, hein, ils payaient beaucoup pour que les gens s'achètent des voitures. Non mais tout ça, tout est pipeau là-dedans, c'est de la pure propagande. Hein. Et donc en fait, bah, il avait fait un lockout de dizaines de milliers de personnes, donc à Détroit, il y avait des chômeurs partout, ils font une marche. Ah ben les marches, c'est compliqué là-bas, c'est-à-dire que bon, ben c'est la mitrailleuse, quoi, à la fin. Voilà, avec les nervis de la pègre payés par... Et donc, 5 morts, et Frida Kahlo et Diego Rivera arrivent 2 semaines après. Et Frida Kahlo, elle, c'est pas Diego Rivera. Frida Kahlo, elle lit le journal, elle regarde, elle dit « Mais qu'est-ce qu'on fout là ? C'est nos ennemis, ces gens-là. Ils ont tué les gens dans la rue, c'est immonde. Mais tu vas pas faire des fresques pour ces gens-là. » Et elle va rester là, elle va perdre un enfant en fausse couche, elle va se faire renverser par un autobus, elle n'aura plus jamais d'enfant. Et voilà, c'est ça, c'est l'envers du décor de cette chose pour moi qui est le truc le plus immonde qui soit, c'est-à-dire cette fresque qui est à la fois à la gloire de la classe ouvrière léniniste et à la gloire du tapis roulant fordien, enfin du convoyeur industriel fordien. C'est ce moment, mais il faut le comprendre, c'est-à-dire que c'est un moment de syncrétisme qui, du coup, va prendre en étau tous les gens qui bossent sur ces trucs-là parce qu'on leur enlève la possibilité du conflit et de l'antagonisme. On réunit, voilà, les frères ennemis sont réunis dans cette représentation héroïque du labeur et de la machine. Et là, moi, c'est un truc, mais c'est pas quelque chose que je savais avant, parce que mon père, il était fanatique de Diego Rivera, donc moi, a priori, j'allais là-dessus, comme ça. J'avais pas tellement d'a priori contre Diego Rivera. Ensuite, au bout de 4 jours de recherche, j'avais envie de lui faire la peau, quoi. Alors, il faut dire que tu cites effectivement des gens qui font l'éloge du stakhanovisme et de la chaîne de montage, comme Friedman, George Friedman, ou comme même Nizan. Alors pour ceux qui sont fanatiques, des amateurs de Paul Nizan, on dira jamais que 20 ans c'est le bel âge, etc. Blablabla. Ben lui il défend vraiment, Stakhanov. Bon. Mais tu cites aussi des gens qui sont beaucoup plus clairvoyants, comme quelqu'un pour qui moi j'ai une certaine admiration, bien qu'elle soit chrétienne, c'est Simone Weil, avec un W, puisque elle est allée voir. Oui, mais ça c'était. Alors là, j'ai vraiment fait gaffe parce que, en fait, finalement, l'espace politique qui pouvait se permettre de critiquer cette union sacrée stalino-fordienne, l'espace critique était très faible, très très minoritaire, très voilà, et il y en avait un tout petit peu dans le syndicalisme, mais très peu, etc. Il y avait une revue, c'était la Révolution prolétarienne, qui pouvait allier voilà, des communistes très oppositionnels et parfois des libertaires, etc. Mais toutes ces revues étaient extrêmement minoritaires. Et il fallait avoir du courage pour y être. Parce que là, on se fâchait avec les 9/10 de ses potes. Hein. Ça rigolait pas, quoi. Et c'est vrai que Simone Weil, elle nous est quand même beaucoup présentée aujourd'hui comme une sorte d'humaniste qui s'est convertie à la chrétienté. Mais en fait, c'est pourquoi je n'ai rien à dire. Mais sauf que finalement, les 3/4 de ces articles sur la condition ouvrière, en tant que prof de philo d'abord d'extrême gauche, syndicalisé dans ces écoles émancipées, c'est pour dézinguer l'organisation rationnelle du travail.
les articles sont dans la révolution prolétarienne. Et c'est vrai que, et y compris au moment des accords du Front Populaire, elle dit « Oui, super les vacances, super tout ça, c'est magnifique, puis la grève était sublime. Mais attention à ne pas se faire avoir sur si on reprend les conditions de travail dans l'organisation rationnelle du travail de Taylor. » Elle dit ça alors qu'à ce moment-là, elle n'était pas du tout une établie pré-maoïste, elle a pris le risque d'aller travailler en usine pour valider ce qu'elle avait ressenti. Et à ce moment-là, ces trucs-là, elle les écrit dans le Libertaire, elle les écrit pas dans Témoignages chrétiens. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une façon de se réapproprier Simone Veil, parfois dans les livres, on ne met même plus dans quels journaux elle écrivait, ce qu'elle écrivait, etc. Non, Simone Veil a écrit les principales choses sur le travail dans des revues, on dirait même plus d'ultra-gauche aujourd'hui, on dirait de je sais pas quoi, là, elle aurait été fichée S 14 fois, etc. Et elle les a écrits avec un courage inouï, et voilà, et a été une des rares personnes à le faire. Donc moi, ça provoque pour moi une énorme émotion, alors que George Friedman, qui va écrire le travail en miettes, qui va être un théoricien, qui va quand même critiquer le Fordisme dans les années 50 et 60, à cette époque-là, dans les années 30, il était encore totalement inféodé à une vision stalinienne d'adoration, sous prétexte d'héroïsation du prolétariat, d'adoration du productivisme laborieux sur le dos des prolos, quoi. Faut dire les choses comme elles sont, quoi. Et puis, donc c'est quand même quelqu'un. Alors ensuite, elle est morte en 42 d'anémie. Alors évidemment, c'est facile de refaire sa vie maintenant et de dire qu'elle n'a été qu'une humaniste chrétienne. Non, en fait, elle a été, et elle a eu une position politique qui est très claire, qui est de dire, il y a ça, il y a le stalino-fordisme d'un côté, et il y a le fascisme qui arrive de l'autre, qui est déjà là, c'est mort. Arrêtez là. Et y compris de dire à ses copains de la révolution prolétarienne, etc., arrêtez votre triomphalisme gaucho là, c'est mort. On va dans le mur. Donc c'est, en fait, sa conversion chrétienne est sur fond d'une désespérance absolue. Il n'y a plus d'issue. Donc il ne faut pas inverser les choses. Elle ne déserte pas le camp politique parce qu'elle a changé d'opinion, mais parce qu'elle pense que le champ politique est devenu un mouroir, qu'il n'y a plus rien à y faire, parce qu'il n'y a plus d'espoir du tout. Donc là je me suis un peu énervé sur ce truc-là, moi. Ça ressemble un peu à l'époque. Non, c'est pas ce que je dis, forcément. Et c'est ce que je dis moi. Mais bon. Ouais. Et là, tu as quand même publié un certain nombre de livres. Yves, est-ce que tu as le sentiment que c'est celui où tu as le plus affronté les logiques de la cruauté? Oui, il y a... En tout cas, en faisant ce bouquin, d'une certaine manière, on fait l'histoire du tapis roulant, on se dit que ça va être non pas léger, mais que ça va être... Oui, je me suis retrouvé face à... c'est presque une histoire du châtiment laborieux, animal et humain, quoi. Donc, j'avoue que j'ai été assez interloqué par la... Évidemment, j'avais quand même quelques idées par ma sensibilité générale, mais quand même, oui, c'est et le lieu de cette cruauté, c'est le lieu. C'est pas parce qu'on dit toujours exploitation ou aliénation, c'est le grand débat dans certains milieux, mais il y a de la cruauté aussi quand même. Mais, pure. C'est là que je reviens en mon dada, c'est le cas de le dire, c'est que... Wow, t'es très fort sur la transition. tu montres ça aussi, je trouve ça très intéressant, c'est que l'ancêtre de la chaîne d'assemblage, ce sont les abattoirs de Chicago, d'une certaine manière. C'est-à-dire que on a commencé à expérimenter sur les animaux, ce qu'on a ensuite... appliqué aux humains ça a servi de modèle. Comme en médecine, tout à fait. Ah oui, mais ça c'est clair ça c'est une chose on a peut-être tous un peu vaguement idée, mais non, là tout à coup ça saute vraiment aux yeux, et en effet il y a un passage de relais à plein de niveaux, il y a un passage de relais entre le monde animal et la mise au travail de l'humain dans une ère vraiment industrielle de masse. Et c'est un passage de relais par rapport à une autre exploitation qui était celle de la force animale. Avant que ça devienne 70 millions d'amis, nos amis les bêtes, quoi. Et l'industrialisation de la mort
pour moi, une de ces formes d'extrémité absolue, ça a été la Shoah, d'une certaine manière. On peut voir dans les abattoirs de Chicago une des forces qui a conduit à ce que se concentre avec en se mélangeant avec l'antisémitisme, le vieil antisémitisme et l'antisémitisme moderne, à cette forme de folie absolue qui est en même temps le cœur de l'Occident, qui a été l'industrialisation de la mort dans la Shoah. Oui, bah, en tout cas, c'est... Disons que ce n'est pas total... Enfin, disons qu'en tout cas, il est difficile de soutenir que c'est une pure parenthèse dans l'histoire capitalistique. Et qu'en effet, voilà, les techniques de production de masse de la mort, voilà, elles correspondaient aussi à un stade d'évolution capitalistique, ce qui ne veut pas dire que c'était, comment dire, forcément le destin du capitalisme d'en passer par là, etc. Je n'aurais pas de thèse sur cette question, loin de là. Mais disons qu'absolument, on peut pas, enfin, faudrait pas non plus à l'envers dire que c'est une sorte de parenthèse du mal qui n'aurait rien à voir avec les stades de la cruauté de masse industrielle, c'est évident. Ensuite, il y a une dimension autre qui est vraiment la dimension génocidaire. Mais juste un aparté. En fait, dans l'architecture de la cruauté et de l'abattage industriel, en fait, on retrouve aussi des traces qui sont antérieures au Fordisme. Je prends un exemple, je sillonne beaucoup le territoire français, et si sur l'élevage intégré, à savoir l'élevage industriel, qui a été pratiqué depuis les années 50-60 en acier et en onduline bourré d'amiante, défoncé par les vapeurs d'urine, qui pose aussi un problème actuel puisque personne ne sait quoi en faire. En fait, dans les élevages de moindre importance antérieure à la Deuxième Guerre mondiale et à la tentative de révolution verte des années 60, en fait, on a une architecture en briques et en tuiles qui, au début, sur la tentative de rationalité de mettre peut-être 30, 40, 50, 100 cochons dans une ferme, en fait, au début, j'avais pas perçu le lien. Et en regardant un documentaire sur Arte, je ne sais plus si c'était Treblinka ou un autre, en fait, le style d'architecture, d'abattage industriel des cochons du siècle, de la fin du siècle dernier, était exactement repris, sa rationalité. Ouais. C'était terrifiant à voir. Alors, ben, tu vois, en fait, moi, par exemple, une des découvertes dont j'avais pas totalement idée, qu'en effet, je suis allé voir, puisque Ford, finalement, dans la biographie qu'il a fait, dans la géographie qu'il a fait écrire par un journaliste, où il ne rend hommage à aucun ingénieur, aucun financier, il n'y a personne, c'est que lui, c'est self-made man absolu. C'est incroyable, de vanité absurde. Et en effet, il y a une phrase où il dit « J'ai eu vaguement l'idée en voyant les abattoirs de Chicago ». Mais il y a une phrase, que tout le monde se colle à cette phrase, il n'y en a pas une autre dans tout le livre de 600 pages en fait. Parce que l'idée, c'est lui qui invente les idées, les inventeurs sont... Tu vois, c'est ex nihilo, ils inventent les choses comme ça. Et en fait, du coup, je suis allé voir les abattoirs de Chicago, j'ai lu un livre qui a été un succès absolument énorme au début du 20e, c'est le livre qui s'appelle The Jungle de Upton Sinclair, qui était un journaliste socialiste sur ces abattoirs. Et puis j'ai regardé plein de trucs autour de ces abattoirs. Mais en fait, tout d'un coup, il faut comprendre un truc. C'est-à-dire qu'en 1890, 1900, les abattoirs, l'agro-industrie américaine, c'est le plus gros secteur industriel américain. La voiture, c'est des petites voitures de luxe, c'est rien du tout, et va prendre ensuite, à la fin des années 10, une importance colossale. Mais au départ, c'est l'agro-industrie. C'est-à-dire, la première industrie américaine, c'est l'agriculture. C'est le rassemblement à Chicago. Et avant, il y a l'autre ville, c'était Porcopolis. Enfin, tout ça, on les appelait comme ça, quoi. Mais c'est des millions de têtes de bétail qu'on met dans un seul endroit et qu'on rassemble. Enfin, et en fait, quand on lit réellement le truc, on se dit, mais c'est hallucinant. C'est-à-dire que dans l'invention de l'ignominie de l'agro-business industriel, c'est vraiment aux États-Unis, à la fin du 19e,
dans des conditions immondes. Et d'ailleurs, quand Upton Sinclair a écrit son livre de Jungle, il y a eu un truc qui a inquiété un peu le président des États-Unis de l'époque et qui a fait une petite loi pour qu'il y ait quand même plus d'hygiène pour les premières boîtes là, de corned beef, quoi. Mais non, pas du tout pour les ouvriers. Alors que le livre de Upton Sinclair, évidemment, critiquait largement autant, n'était pas insensible à la souffrance animale, mais était extrêmement sensible à la souffrance ouvrière. Et en fait, voilà, et d'ailleurs c'est étonnant parce qu'aujourd'hui on a l'impression que si on parle de l'un, on ne doit pas parler de l'autre. Alors qu'en fait, c'est vraiment deux souffrances qui, à ce moment-là de l'histoire, c'est-à-dire la fin du 19e, ces souffrances, elles vont faire la bascule, elles vont servir l'une de modèle à l'autre, par rapport à ce que tu dis, tu vois. Et voilà, donc c'est... Mais en fait, voilà, c'est le délire agro-industriel des années 50 et des machins en France, de la FNSEA, etc. C'est quelque chose qui avait déjà eu lieu un demi-siècle avant aux États-Unis. Le paradigme reste l'abattage industriel. Et c'est épouvantable, l'abattage industriel. Bon. Rationalisé aussi. Absolument. Bon, il y aurait encore pas mal de choses à dire. Il y a des gens, des créateurs à qui tu rends hommage quand même, comme René Clair, pour son film « À nous la liberté », tu m'as vraiment donné envie de le voir, parce que je ne l'avais jamais vu. Ah, ça c'est une histoire personnelle, parce que c'était le film préféré de mon père. Bon, donc évidemment, comme c'était le film préféré de mon père, Oedipe aidant, j'ai mis quand même quelques dizaines d'années à le voir, parce que du coup, on n'a pas forcément envie d'avoir les mêmes goûts que papa. Et qui me disait, mais c'est lui qui a inventé bien avant Charlie Chaplin, les temps modernes, etc. Donc j'ai creusé, en effet, d'ailleurs, Charlie Chaplin rend hommage à René Clair, et qui, lui, a une idée complètement géniale, c'est de montrer une usine de phonographes, au moment même où le cinéma est en train de devenir parlant en 30-31, et il a cette idée vraiment extraordinaire, il montre deux personnes en prison dans le travail qui n'est pas un travail sur tapis roulant, qui est de construire le travail des prisonniers, qui ne change pas tellement, là c'est faire des jouets pour Noël, quoi, avec des petits chevaux en bois, et puis il s'évade, enfin il n'y en a qu'un des deux qui s'évade, et l'autre rate l'évasion. Celui qui s'évade, hop, on va vite, et il va devenir, au bout de 10 ans, PDG d'une usine de phonographes, et qui sont fabriqués à la chaîne. Et puis l'autre qui avait rasté de son évasion, il sort, et puis lui, il est vagabond, il est trimard, quoi. Et puis finalement, oh purée, il voit l'autre, il se fait embringuer dans l'usine sans le faire exprès, il tombe amoureux de la fille du comptable, et puis oh, mais c'est mon pote là qui est devenu PDG. Et donc à ce moment-là, dans ce film incroyable, il y a deux propositions politiques qui sont faites à la fin du film, et qui ont été très inacceptables à l'époque politiquement, et qui sont, ils vont repartir pour le trimard tous les deux, et le patron va dire « je me casse, j'en ai ras le cul d'être PDG de l'usine, je me casse avec mon pote et je repars sur les routes, c'est quand même nettement plus drôle ». Bon, position un peu, anarcho-vagabonde. Bon. Et l'autre, c'est « mais avant de partir, j'ai trouvé un truc, tout est automatisé, et donc les ouvriers peuvent rester dans l'usine, mais ils prennent l'apéro et ils vont à la pêche dehors parce qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus besoin de bosser ». Proposition Paul Lafargue, ça a le droit à la paresse, c'est-à-dire l'un des mythes socialistes défendus par le gendre de Marx, qui était peut-être que l'automatisation pourra abolir la pénibilité du travail humain, qui a été une des sensibilités du socialisme. Il ne faut jamais l'oublier, il y a une sensibilité très canue, pétons les machines, puis il y a aussi une sensibilité qui dit, mais peut-être que les machines, ça peut peut-être abolir la souffrance humaine. Il y a toujours, dans l'histoire du socialisme, il y a les deux positions. Je ne prends position ni pour l'une ni pour l'autre, je dis juste qu'elles coexistent là-dedans. Et dans ce film, il y a ça. Ce film sort un succès populaire énorme. 5-6 ans avant le Front populaire, où il est ressorti et ça a été encore plus adoré. Mais à ce moment-là, les surréalistes, encore inféodés au PC à ce moment-là, disent que c'est un film contre-révolutionnaire, et toute la critique de gauche dit que c'est un film insupportable, qui ne comprend rien à ce que c'est que la classe ouvrière.
Donc voilà, c'est quand même des choses voilà, qui sont... Bon, moi je l'ai revu, moi je trouve que c'est un film, ouais, c'est hyper touchant, et ça fait vraiment... Alors pour le coup, ce film fait partie de l'histoire du mouvement ouvrier. Voilà. Et c'est un film, et c'est une voix dissidente dans l'histoire du mouvement ouvrier. Tu parles aussi d'autres créateurs comme Romain Rolland, comme Charlot qui fait une espèce d'éloge de la grève perlée. Alors, parce que vous connaissez tous le gag. Moi, je me suis dit, le gag donc, qui est qu'on est à la chaîne et on sert des boulons. Et puis, si on en laisse tomber un, ça désorganise de façon exponentielle toute la chaîne de travail. Moi, je dis, c'est un gag, c'est ce qu'on appelle un running gag. Et ce running gag, eh bien, en fait, c'est l'invention de ce qui sera 25 ans ou 30 ans plus tard, l'invention du slow down strike, de wildcat strike, et de la grève perlée, c'est-à-dire on fait des grèves par atelier, puis il y a une pièce en moins, puis c'est bon, puis comme ça débraye toute l'usine, et on se relaie, et comme ça, il y a très peu de gens qui perdent des salaires, etc. Donc moi, je dis parfois, il y a finalement l'invention d'un gag peut être prise au sérieux comme une technique de sabotage ou de désarmement du travail, si on dirait aujourd'hui, en langage radical, pour se protéger des méchantes oreilles qui nous écoutent. Et voilà, donc moi j'essaye de prendre ça. Mais c'est vrai qu'ensuite, la fin du bouquin, de ce point de vue-là, c'est pas qu'elle se politise, mais que la fin du bouquin, finalement, dit, mais alors finalement, il a fallu attendre la fin des années 60 pour la remise en cause du Fordisme. C'est-à-dire qu'en fait, en France, en Italie et dans plein d'autres pays, les cadences infernales et tout ça, enfin tous ces termes qui viennent de là, hein. À bas les cadences infernales, qui étaient une partie non négligeable des affiches de l'atelier populaire des Beaux-Arts, qui n'était pas uniquement destiné à un monôme estudiantin, contrairement à ce que les repentis pensent. Et ben, l'air de rien, c'était la destruction de tous les éléments. On voit sur les affiches de 68, c'est péter le chronomètre d'un coup de poing. Enfin, en fait, on s'aperçoit que c'est, comment dire, le retour du refoulé par les syndicats de la haine des ouvriers pour tous les systèmes d'augmentation de la productivité par des cadences incorporées et qui détruisent le corps. Et ça, c'est vraiment... Et ça va expliquer aussi un hiatus avec des syndicats qui parfois, ils sont complètement à côté parce que ça fait 60 ans qu'en fait, ils étaient sur une autre lutte, mais qui n'est pas la lutte vitale des gens qui bossent. C'est ça qui s'est aussi exprimé là-dedans. Donc moi, j'ai essayé de retrouver ça dans les affiches, dans différents trucs, et de montrer que finalement, parfois, il y a un effet retard, et je me suis amusé à voir que Jacques Rancière et Geneviève Fraisse avaient créé une revue magnifique qui s'appelait Révolte Logique, et qui, dans leur deuxième numéro, crée un énorme dossier, mais de 40 pages, qui est la première somme réelle d'enquête et de documentation sur les grèves sauvages qui ont eu lieu dans les années 20, dans les années 30, contre les cadences infernales, parce que tout ça n'existait pas dans la mémoire du mouvement ouvrier. Parce que la mémoire officielle n'avait rien retenu de tout ça, alors que ces grèves, elles avaient eu lieu. Et donc, c'est comme dans le mouvement 68 a fait re-émerger, mais quelque chose qui était une part immergée et non verbalisable de la réalité de ce que c'est que l'histoire du mouvement ouvrier, qui n'est évidemment pas univoque et d'une seule voix, et qui a toujours eu plein de tendances différentes. Julien. Moi, j'ai une question que je dis fort. Là, on voit bien comment le tapis roulant, comment tu utilises le tapis roulant comme métaphore, mais aussi comme pure réalité du fonctionnement capitaliste et technique.
Mais est-ce que, et donc, on comprend bien aussi que c'est un travail d'abord très historique, et ma question c'est, est-ce que tu as l'impression que le tapis roulant, ça incarne encore aujourd'hui l'espèce de matrice générale de la production, ou est-ce qu'il y en a d'autres? Et je dis ça parce que moi j'ai l'impression que pour nous vraiment très très aujourd'hui, notre tapis roulant c'est notre téléphone qui sonne dans notre poche 800 fois par seconde, quoi. Ensuite, oui, là tu fais le lien, c'est-à-dire que moi en fait dans le dernier tiers du bouquin, j'essaye de regarder, parce que là c'est vrai qu'on a beaucoup parlé du Fordisme, parce que peut-être que ici c'est un lieu où c'est familier, où c'est assez familier à tout le monde, mais moi ce qui m'a intéressé c'était surtout le passage du convoyeur industriel dans le monde de la consommation. Et en fait pour passer de la société de production à la société de consommation, en fait, finalement, il y a plein de gens qui ont plein de marxistes hétérodoxes qui l'ont analysé avec brio, etc. Mais là, c'est un outil qui est complètement extraordinaire, parce que tu regardes la naissance du tapis de caisse. Et la gestion des déchets. La gestion des déchets, absolument. La gestion des... Non, mais tu vois, et donc moi, j'ai étudié tous ces trucs-là. Les premiers restaurants drive-in, où il y a des tapis roulants, enfin, tous ces trucs-là, dans la restauration, alors là ça paraît comme un gag, mais non, dans la restauration au Japon, c'est devenu absolument énorme, les tapis des restaurants à sushi, qui avaient été inventés aussi aux États-Unis dans les années 20-30, mais ça n'a pas marché, parce qu'il a fallu la Deuxième Guerre. Il a fallu après les années 40-50, où là tout d'un coup la consommation explose, et là les tapis rentrent dans la consommation de partout. Mais de partout, et dans la circulation de la mobilité, les carousels d'aéroports. Enfin là, tu vois comment ça sort de l'usine, parce que c'est de l'usine que ça sort, là, et ça va partout. Et là, c'est absolument fascinant de voir, comme si c'était vraiment un espèce de petit, comment dire, un lien mobile qui tout d'un coup, et presque didactiquement, nous explique le passage de la société de production à la société de consommation, et son intrication absolue, et le tertiaire, les loisirs, etc. Ouais. Les stations de ski, avec maintenant il y a des tapis roulants, c'est fou. Enfin, je pense qu'il y a même un truc encore plus, en quelque sorte mystique. Il y a un passage moi que j'ai lu, que j'ai trouvé fou, surtout qu'il a été écrit par un mec que tu qualifies de gratte-papier de la Chambre des députés, Gaston Bergeret. Il dit autrefois c'était l'homme qui marchait sur le chemin, nous avons si bien dompté la matière que maintenant c'est le chemin qui marche sous l'homme. Oui, ça, il y a un truc hyper téléologique où genre tu sais et en plus je me suis dit que pour toi il y avait ce truc, toi qui aimes tellement rouler en scooter, enfin tu vois le tapis roulant, que de voir comment la vision justement téléologique elle pouvait venir systématiquement, et je pense pour toi particulièrement, enfin c'est pas, je pense que le truc tout gâché quoi. J'aime rouler, putain pourquoi vous voulez rouler, inventer quoi. Ça roule. On veut bien rouler, mais on se fait rouler. Et le gratte-papier en question, il écrit ça à propos d'une invention qui est une espèce de trottoir roulant immense qui circule dans l'exposition universelle. Et ce qui est intéressant aussi dans ton bouquin, c'est cet échange entre, justement, ces communications entre les usages récréatifs, les usages de loisirs, les usages industriels. Et comme aussi, il y a quelque chose que j'ai trouvé vraiment fascinant, c'est comment il y a une espèce de mécanisation qui s'introduit aussi dans les spectacles de music-hall, avec une standardisation du corps des femmes. Et les fameux spectacles de music-hall où les femmes lancent les jambes en l'air, etc., qui doivent être toutes exactement sur le même modèle, et qui sont fabriqués notamment dans des espèces de fitness parks, des premiers fitness parks, où et là je crois qu'il y a c'est le fitness park en question. Il y a un petit film, je crois, qui présente tous les bienfaits de ces salles de gym.
et qui explique en fait le principe de ces tapis, que tu vas lire parce que toi tu as un meilleur accent anglais que moi. Alors en fait c'est ces clubs de gym, parce que voilà, quand au tout début on a dit voilà, je suis quand même un ordre quand même globalement chronologique, mais en fait je n'arrête pas de faire des allers-retours, parce qu'en fait l'aspect loisir, là j'ai dit production, consommation, mais il y a aussi l'aspect loisir, mais l'aspect loisir il était déjà là, tout est déjà là, sauf que quand c'est déjà là, mais que c'est pas une période où ça peut se développer, bah ça se développe pas. Et puis 70 ans, ça se redéveloppe après. C'est ça le truc. Il n'y a pas. Donc, il y avait cet aspect trottoir roulant. Pendant 20 ans, ils ont essayé de transformer toute la ville, à Paris, à Cincinnati, à New York. C'était non, métro, naze. On va faire des trottoirs roulants. Puis après, ils ont dit oh, bon, non, on va pas faire des trottoirs roulants. Finalement, c'est pas bien. On va faire le métro, ça va. Voilà. Et donc ça a été abandonné, mais c'est une utopie de cette époque qui a été, c'est pas une blague, c'est une utopie qui a été extrêmement concrète. Et puis il y a ce truc incroyable, c'est qu'en effet dans les années 20, dans des clubs, donc dans les années 20, il y a eu des trépigneuses pour danseuses. Donc c'était des trépigneuses au sens où c'était pas motorisé, et c'était des danseuses, des chanteuses, etc. qui voulaient faire du fitness, du pré-fitness on pourrait dire, et qui, sans motorisation, faisaient comme les canassons sur ce truc-là, à faire dérouler le ruban, comme ça. Tous ces clubs étaient créés souvent par des boxeurs, Jack O'Brien, des boxeurs qui, en fin de carrière, ils ouvraient des clubs de luxe, c'était extrêmement luxueux. D'où le titre de ce film, qu'il y a un vrai reportage qui s'appelle « Torture de luxe ». Ça s'invente pas quand même. Hein. Torture de luxe, qui fait que, dans le mot torture de luxe, il y a évidemment encore l'idée de dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire des moulins disciplinaires. C'est une torture quand même, mais c'est une torture de luxe. Donc là, toutes les boucles se font. C'est ça aussi qui m'a rendu fou en écrivant ce bouquin. Et là, on voit ces deux femmes en train de piétiner. C'est quand même une somme de vision, ce livre, aussi, quoi. Attends, je dis juste la fin, parce que là, c'est pas étonnant que ce soit c'est trop fort. Et le dernier, il y a un carton à la fin de l'entraînement qu'on voit de ces deux femmes surveillées par ce boxeur en juste au corps, là, et ça fait « Going nowhere very rapidly ». Aller nulle part à toute vitesse. Il est troublant de voir que le roman de Horace McCoy s'appelle « On achète bien les chevaux », qui est sur le concours de danse. Hein. Voilà, et qui est sur l'épuisement. Et l'épuisement contraint, parce qu'il faut gagner un peu de sous pour un couple... Ben là, tu fais un lien qui est complètement génial. Parce que j'attendais ça. Mais non, c'est-à-dire que moi, j'ai vu Going Nowhere à toute vitesse. Bon, j'ai mis un truc comme ça un peu pour faire le malin. J'ai mis, avec un slogan pareil, dans l'humour involontaire confine au néant. Ça mérite un espace blanc sur la page où le lecteur pourra se dire, puis j'arrête le livre, c'est fini. Qu'est-ce que vous voulez que je dise après ? Non, j'avais quand même encore plein de trucs à dire, donc j'ai continué, mais tout est dit. C'est-à-dire qu'en 1924 ou 25 avec ce truc, tout est dit du stade terminal de ce qu'est le tapis de course. Et quand on les voit devant les baies vitrées, on se dit bien, on est devenu fou là. Hein, c'est l'allégorie du progressisme la plus folle. Mais en fait, non, il y a encore des trucs à dire. Et il y avait un truc à dire sur Horace McCoy. Bah oui, Horace McCoy, c'est qui joue dedans ? Je l'ai pas vu, lui. Hein ? Je l'ai pas vu. C'est qui joue dedans ? Jane Fonda. C'est Jane Fonda. Et c'est Jane Fonda, la plus radicale de toutes les comédiennes américaines, donc lui fait un sort qui est pas très plaisant. Après, je m'excuse et je demande mes excuses, c'est-à-dire je dis, je l'ai prise comme symptôme, j'ai rien contre elle, loin de là, mais qui va être vraiment, il n'y en a pas tellement, ça a été une vraie comédienne d'extrême gauche. Hein, elle est venue, Jane Fonda, elle était présente à l'enterrement de Pierre Auvernay. Voilà, il n'y en avait pas beaucoup des actrices américaines présentes à l'enterrement de Pierre Auvernay. Et voilà, et en fait, elle va devenir folle de l'aérobic à la fin des années 70. L'aérobic qui est en fait le titre d'un bouquin d'un mec de la NASA qui avait développé le premier tapis de course pour astronautes. Elle devient folle de ce truc. Et puis, des années 80, elle commence à faire des émissions d'aérobic. Mais ça faisait 20 ans, 30 ans qu'il y avait des trucs comme ça à la télé américaine. Des trucs d'entraînement physique. Mais maintenant, il commence à y avoir
des équipements. Et là, à travers Jane Fonda, on voit exactement ce que c'est que le passage à la contre-révolution des années 80. Elle l'incorpore complètement, et au début des années 90, elle se met à faire des VHS pour vendre des tapis de course. Et là, on se dit, bah, c'est flippant, quoi, parce qu'en fait, elle a incorporé, malgré elle, et sur son visage aussi, parce Jane Fonda, elle est bouleversante dans le film, le film qui s'appelait Sois belle et tais-toi, je crois, où elle dit qu'on lui a refait son visage, qu'on a tout détruit. Et d'ailleurs, elle dit quelque chose sur son visage qui est de l'ordre, voilà, mon visage, on l'a usiné, etc. Et puis finalement, elle a fait pareil au début, à la fin des années 90. Donc, elle est comme un exemple de comment finalement cette extraordinaire insurrection contre ces tapis roulants, le productivisme et tout ça qui a eu lieu. Le soulèvement de la Terre a déjà eu lieu dans les années 70. Faut quand même intégralement, avec l'intégralité des arguments. Bon, je vais lire du Pagès pour terminer. Les idolâtres du progrès ont tellement abusé 3 siècles durant de cette imagerie commune, la marche vers une ligne d'horizon prometteuse, aube rouge pour les uns, illumination high-tech pour d'autres, qu'il nous revient aujourd'hui d'interroger cette nouvelle icône postmoderne. Le trépigneur trépignant justement d'impuissance face au signe annonciateur de la catastrophe planétaire. Le stimulateur stimulé par les faux-semblants de sa lévitation, débarrassé des contingences de la trop pondérable réalité. En lui, rien ne progresse ni ne régresse, il court au-devant d'un passif vital ou recule une échéance mortelle, tenaillé sur place par ses 2 idées fixes. Télévigie de ses propres performances, il est rivé à son poste sous dopamine interne, dealer autant qu'addict d'une cardio-euphorie par l'effort. S'usinant de son propre chef, il est le timekeeper de sa bienfaitrice endurance et prolétaire ne se surmenant qu'en pure perte de poids. Parmi d'autres silhouettes interchangeables, rivées sur la même ligne de départ, il travaille à reconstituer la force, qui travaille à reconstituer la force, qui travaille à reconstituer la force, qui travaille à reconstituer la force, etc. Selon un cercle vicieux, capitalistique bien connu, quand les montagnes productives accouchent de souris, sachant déjà tourner en rond dans leur cage. Parfait.